Monsieur, merci de nous accueillir chez vous dans ce magazine Sécurité civile et population dans lequel Daniela Ngasele, Natfana Bamana et moi-même, nous vous parlerons de plusieurs faits d'actualité. Nous allons aussi évoquer la formation des agents de l'ambassade des États-Unis en République du Congo par les experts du commandement de la sécurité civile, notamment sur la lutte contre l'incendie et le secourisme. Enfin, nous clôturerons ce magazine par quelques conseils pour vous prémunir de certains risques et dangers. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Un incendie s'est déclaré dans l'après-midi du lundi 5 décembre dernier au port de Yoro, plus précisément au bord du fleuve Congo, dans le quartier Mpila, à Talangaï, dans le 6e arrondissement de Brazzaville. Une situation qui a mobilisé plusieurs autorités sur les lieux, dont Raymond Zéphiré Mboulou, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. Les services de lutte contre l'incendie du commandement de la sécurité civile ont été sur le terrain pour procéder à l'extinction de celui-ci qui a occasionné des dégâts matériels importants. Reportage Georgelin Massamba. Une véritable panique au sein des populations riveraines du port fluvial de Yoro qui ont été surprises par une détonation accompagnée d'une montée impressionnante d'épaisse fumée noire, singulièrement à Talangaï dans le 6e arrondissement. Selon les témoignages, cet incendie aurait été la conséquence d'une opération de soudure réalisée dans l'une des baleinières, alors que celle-ci était chargée de produits inflammables. Au moins 14 heures, biso na katandako, toyoka boye bu boreleli makasi le kola ndenge tonnerre salaka. Na kata barnière. To buto bima boye, moto se bima meto na kata barnière. Po awa wuchi au moins 7 barnière wuchi kuna tiawa. Belé ba barnière. To mona boye moto komo bima na se. To mona boye moto komo take elo balé sala biso esondi to bimisa meto biloko na ndako. Donc moto ekiawa eketi kuna yo mona kuna pe ba barnière etake kuna. Ba barnière etake kuna. La barnière mi balé ezalaka d'où na essence na ba bidon na kati. Yo mona tout ba bidon ucha beso longoli ba bidon awa. Ma barnière eza mabaya. Ba cha essence chargement na nécessité mais ba cha essence. Essence elingaka moto te. Hein? Défaut de chargement. Ba so bom sabandako ngal ba so bom sabiso awa. Biso moto to sana elle mamaya awa. Tous les jours to zo le la kana pour même ba barnière diki. Ba bibi metiki. Là c'est proche des gens. Ça c'est pas la toute première fois, mais il y a pas de mesures. Ça, ce n'est pas la toute première fois. Il n'y a pas de mesures. Les sapeurs-pompiers, ils jouent les rôles. Ils jouent les rôles. Des fois, quand ils font comme ça, oh non, ils nous embêtent, ils nous tracassent. Non, ce n'est pas une tracasserie. C'est une mesure de prudence. Voilà, là où habitent les gens, il doit y avoir des mesures. Surtout les banniers qui chargent le carburant. Si c'est déjà chargé, les banniers devraient aller s'accoster en face là-bas. Une situation qui a suscité l'arrivée sur les lieux de certaines autorités, dont Raymond Zéphiré Mboulou, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, qui a résolu de toucher du doigt l'ampleur du sinistre. Et il n'y a pas un bateau à côté. Non, tous les bateaux qui étaient là sont montés. Déployés sur le terrain, les services de lutte contre l'incendie de la sécurité civile ont procédé à l'extinction du feu. Nous avons mené deux actions majeures, l'extinction et puis la limitation des propagations. Mais il faut avouer que ça se passait en milieu fluvial. Et tout le mouvement d'eau et la quantité importante de liquide inflammable qui était déversé sur la nappe d'eau a permis d'additionner une troisième action qui consistait à faire une surveillance du foyer. Et cette surveillance du foyer, nous l'avons menée jusqu'à 1h du matin. C'est pourquoi vous constatez que l'extinction totalement s'est réalisée à 1h du matin. Et ça voulait tout simplement dire que ce feu, localement, a été éteint, mais il y a eu des foyers résiduels qui se retrouvaient au niveau du fleuve et qui nous a mis dans une limite à telle enseigne que nous nous sommes limités juste à pouvoir observer, surveiller et contenir dans le volume ce feu jusqu'à 1h du matin.
Donc c'est cela. Je tiens à rassurer que c'est parmi les opérations les plus délicates à mener, l'extinction de feux d'hydrocarbures. Et ça a été un succès pour nous parce que nous avons constaté que le feu n'a pas débordé jusqu'à arriver au port autonome, ce qu'on redoutait. Et on a pu protéger les installations de tours jumelles, on a pu protéger les voisinages du port et on a stoppé le feu jusqu'au point où il n'est plus arrivé à descendre jusqu'au port ATC où les dégâts seraient certainement plus importants. Pour accéder au port, c'est véritablement un calvaire parce que les voies sont largement encombrées et nous avons eu cette opportunité juste d'être aidés par un particulier, notamment M. Obombi, qui a ouvert son portail parce qu'il voulait bien nous aider dans ce sens-là pour que nous puissions arriver dans sa parcelle qui est une vraie position pour arriver à éteindre cet incendie. Et donc, dans la zone du périmètre du port, il n'y a pas de poteaux d'incendie. Et ça devrait donc nous mettre largement en difficulté parce qu'il fallait revenir vers le centre-ville pour s'approvisionner en eau. Mais Dieu merci, une fois de plus, nous saluons cette coopération des populations toujours avec les services de la sécurité civile, notamment l'action salvatrice de M. Obombi qui nous a laissé sa piscine. La piscine de M. Obombi a servi pour nous comme un point d'eau et ça a permis que nous puissions charger nos véhicules d'une quantité importante d'eau et continuer les opérations. Et c'est fantastique. Et c'est pourquoi nous saluons toutefois cette collaboration avec les populations, ceux qui comprennent les missions de la sécurité civile et qui n'hésitent plus à pouvoir même arriver à une telle décision de pouvoir nous donner la possibilité d'aspirer dans une piscine. Déjà, de plus en plus, notre population est en train de comprendre l'importance de la sécurité civile dans le cadre de leurs activités. Et ils comprennent également que c'est une collaboration qui produit les fruits jusqu'à ce jour. Et donc nous demandons à la population de ce que s'il y a un sinistre, témoin d'un sinistre, de ne pas traîner pour utiliser les 118 afin que véritablement nous puissions arriver à temps. Et nous demandons également aux populations de pouvoir nous faire confiance à tous égards et nous demandons à cette même population de veiller à leur protection parce que vous savez, les risques sont permanents dans nos vies. Aujourd'hui, on parle des risques d'hydrocarbures, mais on peut parler des risques d'hydrocarbures gazeux, par exemple, en ce qui concerne les gaz. Et dans nos maisons, par exemple, partout où le stockage peut être important. Et nous demandons donc à cette population de ne pas s'hasarder à garder les risques dans des conditions qui ne garantissent pas leur sécurité, même la sécurité des voisins. Et donc, c'est ce que je demande. Et je demande également à ce que nous puissions arriver à pouvoir identifier cette fois-ci les différents points d'eau qui sont dans notre zone de compétences afin de les utiliser convenablement. Cet incendie n'a pas occasionné des pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels importants. Pour la plupart, des baleinières et des marchandises qu'elles contenaient. Du 22 au 24 novembre 2022, le Congo a pris part à la 55e session du Conseil exécutif et à la 25e session de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de la protection civile, en sigle OIPC, qui se sont déroulées à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. La délégation congolaise a été conduite à ces assises par le général de police de première classe, Albert Ngoto, commandant de la sécurité civile. Suivant ce reportage. Ouvert le 22 novembre 2022, la 55e session du Conseil exécutif a été marquée par 3 allocutions, à savoir celle du directeur général de la protection civile des Émirats arabes unis, représentant le ministre de l'Intérieur de ce pays, Madame Mariatou Yap, secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile, et le président du Conseil exécutif qui a ouvert les travaux. L'exécution du budget de l'année 2022, l'analyse des contributions des différents États, l'approbation du budget 2023 et tant d'autres sujets ont été évoqués au cours des travaux de cet organe. La 25e session de l'Assemblée générale, quant à elle, était consacrée à l'élection du président, du vice-président de l'Assemblée générale, l'élection des membres du Conseil exécutif,
la validation des nouveaux États membres, États observateurs, des membres affiliés et l'adoption des recommandations formulées par le Conseil exécutif. Le Congo est membre du Conseil exécutif depuis plusieurs années. Il est à son 4e mandat. Donc, dans ce rapport, nous nous reconnaissons parce que nous participons activement aux activités de l'Organisation internationale de la protection civile. Donc, c'est un rapport que nous avons suivi avec fierté et nous avons pris le temps de juger chaque élément de ce rapport pour être en adéquation avec ce qui s'était dit lors des anciennes sessions qui se sont déroulées à Genève. Il y a eu beaucoup d'actions annoncées au plan de la formation des personnels de protection civile. Est-ce que le Congo a pu bénéficier de ces formations entre-temps? Mais la formation, si elle n'existe pas, il n'y a pas renforcement des capacités. Donc nécessairement, chaque membre, sinon chaque pays membre de l'OIPC participe et contribue à la formation de ses agents au travers du programme qui est élaboré par le secrétariat permanent. La dernière partie, ce sera évidemment le budget. Le budget pour le fonctionnement de l'institution intergouvernementale. Mais il est question, le débat aujourd'hui, c'est relever les cotisations des États membres. Comment voyez-vous cette affaire? Mais vous savez, il y a des États puissants et il y en a qui ne sont pas puissants. Donc c'est tout à fait normal que Madame le secrétaire général puisse soumettre cette question au Conseil exécutif pour qu'on essaie de regarder comment gérer les inadéquations qui existent entre ces différents États. Mais dans tous les cas, c'est un sujet qui a été soumis. Donc dans le lobbying, c'est sûr qu'on va essayer de contribuer chacun. Pour l'année 2023, le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de la protection civile le 1er mars prochain est le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques. Rappelons que c'est depuis le 30 mars 2007 que le Congo est membre de l'Organisation internationale de la protection civile. Toujours dans l'exécution de ses missions régaliennes, le commandement de la sécurité civile, au travers son dispositif médical, a assuré le 13 novembre 2022 la couverture sanitaire de la marche silencieuse organisée par l'Organisation des femmes du Congo OFC en hommage à la vénérable sénatrice Joséphine Mountoubayon. Les détails dans ce reportage. Couvert de bout en bout par le dispositif sanitaire de la sécurité civile, cette marche silencieuse qui a connu la participation des membres de l'Organisation des femmes du Congo a eu pour itinéraire le siège national du Parti congolais du travail en Pila, l'avenue de la Pointe hollandaise, l'avenue de France, le rond-point Poto-Poto pour clôturer dans la rue Mfoua au lieu de la veillée funèbre. La sécurité civile a été très présente, très efficace, elle nous a accompagnés, elle a même, je dirais même qu'elle nous a encadrés. On a vu comment elle est venue en aide à certaines personnes qui peinaient à suivre le rythme. Et je pense qu'on devrait, à chaque fois qu'on organise une activité de cette envergure, veiller à ce que la sécurité civile soit informée et qu'on bénéficie de l'appui et du secours qu'elle peut nous apporter. Cette présence remarquée du dispositif sanitaire de la sécurité civile au cours de cette marche traduit davantage le lien sécurité civile et population. Il y a quelques jours, le gouvernement de la République a levé les restrictions sanitaires imposées dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Suite à cela, l'ensemble du personnel du commandement de la sécurité civile a repris le 3 décembre 2022 avec l'opération de salubrité publique, ville, village et habitation propre. Ceci en exécution de la circulaire du 6 octobre 2018 du Premier ministre chef du gouvernement instaurant cette journée le premier samedi de chaque mois. Reportage. En passant par les centres principaux et secondaires des sapeurs-pompiers de la ville capitale,
Les personnels du commandement de la sécurité civile des centres suscités, dont l'esprit de la circulaire du Premier ministre, chef du gouvernement, ont accompli leur devoir d'assainir les casernes ainsi que leurs alentours. Et les gens travaillent ce matin suite à l'instruction du gouvernement qui est liée à savoir faire la corvée et mettre en état de propriété, de salubrité, chaque premier samedi du mois sur l'ensemble du territoire national. Et nous étant composants de la force publique, nous ne sommes pas restés en marge. On s'est mobilisés ce matin pour rendre effective l'instruction du gouvernement. Ce n'est que les premiers jours, les premiers samedis du mois, donc je demande à ceux-là de faire tel que nous sommes en train de faire. Ça ne coûte rien de mettre la propriété, de faire la salubrité là où nous sommes. Donc, il y a des moustiques, il y a des maladies qui sont à la portée de tout. Donc pour l'heure, on ne peut que faire la propriété là où nous sommes, pour chasser un peu la maladie et autre chose. Nous sommes venus ici chaque samedi du mois, on fait ça avec les éléments, ensemble. C'est pour cela que je dis à tout le monde qu'ils fassent aussi comme nous. Comme le constater que nous sommes en pleine exécution, n'est-ce pas, de l'opération ville-village propre, en exécution de la circulaire du 6 octobre 2018 qui instituait, n'est-ce pas, cette opération de salubrité qui, du reste, doit s'effectuer chaque premier samedi du mois. Normalement, ça se passe pas seulement au niveau du siège du commandement de la sécurité civile, ça se passe aussi au niveau des commandements des centres de secours principaux, commandement des centres de secours secondaires, même dans les départements aussi. Je crois qu'à ce jour-là, ils sont ici emplois. Je crois que sûrement on ne peut pas déroger à cette instruction. C'est une instruction gouvernementale, on doit s'y appliquer. Je crois que c'est un contrôle qui doit se faire à tous les échelons et puis ça a marché, c'est tout. C'est l'application stricte et nette d'une instruction gouvernementale et on n'a pas à déroger à cette instruction-là. À présent, suivons la rubrique formation avec Daniela Ngassele. Mesdames et messieurs, bonjour. L'émancipation et l'épanouissement de l'homme dans son milieu professionnel passe par la formation. Celle-ci lui permettra non seulement de valider ses compétences, mais aussi d'en acquérir de nouvelles. C'est dans cet élan qu'à la demande de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République du Congo, qu'a été organisée du 24 au 25 août une formation théorique et pratique sur la lutte contre les incendies en milieu professionnel et sur les gestes qui sauvent. Cette formation a été supervisée par le commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville et assurée par 2 formateurs du commandement de la sécurité civile. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à présent à suivre la cérémonie d'ouverture, cérémonie qui s'est déroulée sous le patronage de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République du Congo, Son Excellence Monsieur Eugene Stewart Young. Soyez bienvenus si c'est la première fois que vous êtes ici à Ville-Washington. Je sais qu'il y a une partie de vous qui sont nouveaux à l'ambassade, c'est vrai, oui? Oui, combien sont nouveaux? C'est une formation vraiment importante pour protéger l'ambassade contre les incendies. Vous assistez ici chez nous pour cette formation. Alors, et puis, vous êtes préparé d'apprendre de nouvelles choses. L'importance de la sécurité incendie sur le lieu de travail ne peut être négligée. Cependant, en raison du nombre important de résidences entourées d'ingrédients et de matériaux susceptibles de déclencher rapidement un incendie, il est nécessaire de discuter la sécurité incendie. Alors, notre coopération et notre partenariat avec vous et votre équipe et la ville de Brazzaville, Son Excellence, Monsieur le Président, le chef de l'État, Monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est vraiment important. Vous et nous, ensemble, peuvent améliorer même plus les bonnes relations congolo-américaines. Alors, vous êtes
comme nous aussi les diplomates. Oui, les diplomates congolais, nous sommes diplomates américains, vous êtes diplomates congolais. Alors merci pour cette coopération. Je dois dire dernièrement, vive les pompiers congolaises et vive la coopération congolaise-américaine. Merci. La cérémonie d'ouverture a laissé place à la formation proprement dite. Formation qui s'est déroulée en 2 volets. Nous allons à présent suivre le premier volet qui s'est focalisé sur la lutte et la prévention contre les incendies en milieu professionnel. Bien, vous pensez que la vision qu'il développe, elle est aussi exceptionnelle. Former son personnel, c'est protéger les installations là où on travaille. C'est veiller sur la sécurité des uns et des autres. C'est veiller également sur vos familles. Parce que vous comprendrez que la formation que vous allez recevoir n'est pas seulement utile pour l'ambassade, mais ça va vous accompagner dans votre vie au quotidien avec vos familles. Je tiens à rappeler que le risque à redouter dans tout cela, c'est le risque d'incendie. Parce qu'il n'y a pas un risque de la multiplication des risques qu'on a l'habitude de gérer, de leur capacité de manifestation, avec autant de conséquences, il n'y a jamais eu un risque qui soit plus important que le risque d'incendie. Parce que l'incendie, lorsqu'il est clos dans un milieu, il a un caractère ravageur. Il a un caractère de ne pas laisser un seul détail exister. Que ce soit les vies humaines, que ce soit les installations. Et c'est le seul risque qui amène souvent dans le milieu du travail les gens au chômage, généralement. Et ça met en difficulté, ça fait disparaître les archives importantes et ça place les gens dans des situations de dommages assez importants. Après ce premier volet focalisé sur la lutte et la prévention contre les incendies en milieu professionnel, les 40 participants ont basculé au deuxième volet qui s'est quant à elle focalisé sur le secourisme et l'application des gestes qui sauvent. Suivons. Pour permettre aux participants d'agir efficacement devant une situation de détresse survenant dans leur environnement professionnel, des enseignements sur l'apprentissage des gestes qui sauvent leur ont été inculqués. Je libère les moyens supérieurs. C'est ça? Oui. Ensuite, je vais ouvrir la bouche. J'ouvre sa bouche. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un gros morceau de manioc qui est bloqué quelque part. Je sais que c'est une victime. J'ai enlevé la chemise, j'enlève les chaussures. Non, les chaussures, on n'en a pas besoin. Donc, comme a dit le docteur, bien sûr, la pomme orientée vers, ok? C'est clair? Bien, ça. Parfois, on peut retrouver la victime les pieds sont regardés comme ça. Je prépare, je prends ici, délicatement, pouf, ok, le long du corps d'abord. Et après, je sais que c'est par ici. Je ne peux pas être proche. Si je suis proche, dès que je bouge, il est sous mes cuisses. Et ça c'est vrai que je bouge. Dès que je bouge la colonne vertébrale. C'est pourquoi on ne veut pas que ça soit proche. Vous prenez un peu de distance, parce que vous savez qu'en tournant, il va prendre de l'espace. C'est clair. Alors donc je prends, comme a dit le docteur, ça met là. Pomme contre pomme. C'est clair. Pomme contre pomme. Et je prends le pied. Je redresse. Comme a dit le docteur. Okay? Il y a 2 méthodes. La première partie que le docteur a enseignée, c'est cela. Mais il y a aussi une autre méthode plus facile. Je prends pomme, j'amène sur sa joue. C'est bon? J'amène sur sa joue. C'est ce qui va servir déjà de coussiner. Parce qu'il n'y en a pas. C'est clair? Et ensuite, je prends bien ma distance. C'est bon? Même par un doigt. Par ici, là. Pas d'effort. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça avec la victime. Non. Je suis dans une position. La position, c'est celle. Je sais que la distance, c'est très bonne. Juste là. Je fais ça. C'est clair? Simple. Quel que soit le volume de l'individu. C'est bon? Vous voyez comment il est venu avec moi? Donc je pose. Quand je pose, je prends. Je ne lâche pas ici. Je redresse comme on sonne. C'est quoi? Parce que ça sert de calque. Il ne bouge pas. Vous gardez là ça, que le docteur a parlé. C'est clair?
Et dès qu'il est dans cette position, j'ouvre la bouche. Pour éviter que si elle est vomissure, c'est clair. Et après, dès que je me suis rassuré, je couvre la victime. L'issue de cette formation a été marquée par la réalisation d'une manœuvre de simulation visant non seulement à évaluer le temps d'intervention entre le centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville et la dite ambassade, mais aussi les notions acquises par les participants. Suivons. Cette simulation avait pour objectif d'évaluer le délai d'intervention du centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ainsi, il a été comptabilisé 3 minutes de délai, délai jugé satisfaisant par l'équipe de sécurité de la dite ambassade. Elle a aussi permis de mettre en situation réelle d'intervention les participants. Nous nous trouvons dans l'ambassade des États-Unis. Je suis agent de sécurité, voilà, dans la section LGF. Et aujourd'hui, c'est une très grande formation que nous venons de recevoir, dispensée par les sapeurs-pompiers, basée notamment sur l'incendie ainsi que le secourisme. Et c'est vrai que ça a été un training, une formation de 2 jours, mais franchement, c'est beaucoup d'informations et surtout une grande culture qui nous sera très importante, très utile. Non seulement dans notre travail qui consiste à effectuer la sécurité des personnes et des biens, mais également dans notre vie quotidienne et familiale où plusieurs dangers peuvent être proches de nous, peuvent menacer la sécurité et la santé de nos familles, de nos voisins, ainsi que de nos structures. Je n'avais qu'une idée approximative sur le feu. Aujourd'hui, je sais un peu ce que c'est que le feu. J'ai appris la différence qu'il y a entre le feu et l'incendie, qui est un feu qui se développe dans le temps et l'espace et qui échappe au contrôle de l'homme. Nous avons vu que l'incendie est un phénomène qui est très dévastateur, qui en un rien de temps peut réduire totalement toutes les structures à zéro, de nombreuses structures à zéro. Et donc aujourd'hui, nous avons vu ce qu'il faut faire d'abord pour prévenir, éviter les incendies de se produire. Et ensuite, une fois qu'ils se produisent, voilà ce qu'il faut faire, les moyens de première main, qui sont les extincteurs, et tout en faisant appel aux services de secours, qui sont les sapeurs-pompiers, pour nous aider à gagner cette victoire contre les incendies. Monsieur, qu'est-ce que votre victime a? Oui, donc je disais tantôt suite à cet incendie-là, je l'ai trouvée en une position où elle était exposée, donc il fallait que je puisse le mettre en position d'attente. J'ai constaté qu'elle a une blessure au niveau thoracique. Comment s'appelle la position dans laquelle vous avez mis votre victime? J'ai mis ma victime dans la position de PLS, la position latérale de sécurité. J'étais obligé de mettre le garrot. Il était conscient, il parlait normalement. Il m'a donné son nom et ce qui s'est passé. Et après quelques temps, lorsque j'ai mis le garrot, il a commencé à être fatigué et pâle. J'étais obligé de prendre cette position pour permettre que le son puisse alimenter la partie. En tout cas, l'initiative était au rendez-vous et nous avons respecté les directives et nous avons reçu tout ce que les sapeurs-pompiers pouvaient nous apprendre, surtout sur l'incendie et y compris la prise en charge des premiers soins des victimes. Et je remercie cette initiative entre l'ambassade des États-Unis et les sapeurs-pompiers de la République du Congo. Ouverte par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République du Congo, cette formation a été clôturée par le chargé de sécurité de la dite ambassade, M. Joseph Love. Suivons. Cette formation, elle est très importante. Ça nous permet à gérer les cas d'incendie, ça nous permet à faire face aux cas, à gérer les urgences, que ce soit aux États-Unis, chez nous, même ici au Congo. J'apprécie l'effort. J'apprécie la mentalité et l'attitude des formateurs.
J'apprécie aussi le fait que nous apprenons quelque chose de très important, ce qui contribue au salut, ce qui contribue à apporter du secours et à sauver les vies. Well, I think that this program, this training today, or the past 2 days, je pense que la formation qu'on a eue avec vous pendant ces 2 jours va donner naissance à une formation plus élargie où on va associer d'autres compagnies, on va associer les écoles, on va associer d'autres institutions. Donc prochainement, quand il y aura quelque chose comme ça, on va inviter beaucoup de gens qui viendront et on va travailler ensemble. To participate in the training. Pour vous éviter certains ennuis, nous vous proposons de suivre à présent la rubrique conseil avec Natfana Bamana. En cette saison de pluie, nous assistons à plusieurs phénomènes, dont celui des inondations. Une fois de plus, nous vous invitons à suivre ces conseils. Ce phénomène de parapluie que les gens utilisent, naturellement, il y a d'autres qui aiment bien utiliser des parapluies avec des crochets qui sont métalliques. Or, sous l'effet des tonnerres, ou encore de la libération de la décharge électrique, ils peuvent être électrocutés avec ces parapluies. Donc si vous décidez de sortir avec des parapluies, essayez de regarder la nature de votre parapluie avec, naturellement, le crochet qui se trouve tout juste en haut du parapluie. Ce crochet, il doit être notamment en plastique. Et si c'est en plastique, ça devient un isolant. Si c'est un isolant, ça vous arrange. Mais si c'est en métallique, comme nous le constatons souvent, ça peut être une source d'électrocution. Pourquoi pas? Les gens qui prennent les téléphones pendant la pluie avec tornade ou avec éclair nécessaire, ça, ce n'est véritablement pas des choses qu'il faut observer. Pendant qu'il pleut, s'il y a des tornades, il y a des éclairs, il y a des décharges électriques qui s'ouvrent à travers, bien entendu, ce mécanisme, il n'est pas conseillé aux gens de prendre le téléphone. Encore que ceux-là même qui sont dans les maisons avec des postes téléviseurs allumés dans ces conditions-là, ça devient aussi un problème. Ça devient même facteur des incendies. Beaucoup de fois, on a vu les départs des incendies viennent de ces moyens surtout, sinon pas des paratonnerres dans leur maison ou de phénomènes d'isolant contre, bien entendu, les décharges électriques venant de phénomènes naturels. Donc, ce que nous demandons à ces populations, vous voyez que c'est très profitable déjà de saisir toute cette démarche pour que chacun puisse prendre des précautions qui s'imposent, notamment ne pas sortir, pour me résumer, sous la pluie, notamment éteindre les appareils téléviseurs lorsqu'il y a une tornade avec les éclairs et également ne pas utiliser son téléphone dans ces conditions-là. Mesdames, Messieurs, à chaque situation de détresse, n'oubliez jamais d'appeler le numéro 118, le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers. Voilà, c'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Sécurité civile et population. Georgelin Massamba à la prise de vue, Emar Bouk à la réalisation. Bonne suite de programme chez vous.